Tour de l'Apocalypse ou tour de l'espoir? Il existe des hommes de lumière et de conscience qui, comme Robert Garcet, n'ont cherché ni à s'élever par des titres ou des privilèges. Robert était un carrier. Il taillait la pierre, la façonnait. Un ami cinéaste m'avait entraîné chez cet homme hors du commun, qui avait bâti un édifice de ses propres mains. Une tour. La tour de l'Apocalypse, disait-on. Moi, je voyais la tour de l'espoir. De tels hommes engendrent souvent plus l'incompréhension que la jalousie de ceux qui brandiront le doute ou l'absence de preuves, pour mieux déstabiliser un raisonnement ou une thèse. Leurs plus redoutables ennemis sont ceux-là même qui recherchent essentiellement la véritable spiritualité, la métaphysique et la philosophie. Je parle de cette précarité psychique qui pousse trop souvent les hommes vers les fausses valeurs plutôt qu'à participer à l'amélioration du monde, et surtout de leur espace local. Cette tour de l'Apocalypse se trouve dans le sud de la Belgique, sur la route provinciale numéro 619. C'est un petit village dans un écrin de verdure, à 8 km de Maastricht. Un endroit calme et agréable qui se perd dans un paysage tourmenté. Le cadre est même magnifique et mérite qu'on s'y arrête un moment, d'autant qu'il y a un hôtel sympathique. Le plus étrange est cette mystérieuse tour dressée sur un versant de la vallée, qui se découpe des cimes comme un doigt pointé vers le ciel. S'agirait-il d'un temple? Symboliserait-il l'ancienne alliance des peuples de Judée? On a envie de tout savoir. Peut-être y organise-t-on des fêtes religieuses en présence d'un prêtre venu d'un autre temps? Les édifices sacrés surplombent souvent les villes. Le roi David choisit Jérusalem, située sur une colline, entre deux rivières. Tout compte fait, cette tour dépasse de 13 mètres la hauteur du grand sphinx de Gizeh, près de la pyramide attribuée au pharaon Képhren. Quelles sont ces figures plantées au sommet? On les distingue mal de loin, mais elles parlent à notre inconscient. Ces animaux ailés aux quatre coins de la terrasse ressemblent étrangement aux sphinx égyptiens. En Inde et en Asie, des monstres ornaient parfois les frontons des temples pour décourager et écarter les faibles ou les tièdes, peu résolus à laisser le sacré faire irruption en eux. En principe, le symbolisme est une invitation à la réalité de la vie. On a envie de découvrir ce qu'il cache, et de lever le voile. Il faut donc aller au-delà, se dépasser. Il y a donc des balades touristiques dans les environs axées sur l'histoire et la géologie. Le petit chemin caillouteux qui serpente dans cette nature, mène droit à l'édifice aux façades brutes et irrégulières. Les matériaux utilisés ne sont ni des briques ni des blocs, mais des pierres de silex. On aperçoit non loin le massif crétacé, toujours exploité à la carrière du Romont, et son silex vieux de 70 millions d'années. Ici, nous entrons dans un autre monde. Le plus singulier est la présence de deux symboles que tout oppose au même endroit, deux extrêmes, sauf qu'ici, aucun ne pourra éclipser l'autre. On a donc une tour dédiée à la paix, et un fort militaire, l'emblème de la mort et de la souffrance. Ce fort, situé sur la montagne Saint-Pierre, était un point stratégique durant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas tenu longtemps. Deux tanks entourent l'entrée en guise de bienvenue. C'est à la fois tragique et glacial. Un dédale de souterrains et galeries voûtées en béton armé. Les soldats allemands qui venaient d'envahir la Belgique, avaient fait sauter une colonne de la tourelle et placé des charges creuses pour défoncer les casemates. Le jet de métal fondu perforait le blindage à la vitesse de 10 km par seconde, en détruisant tout sur son passage. Il ne reste que des gravats de béton, poutrelles tordues, ferrailles, impacts de balles, d'explosions, murs éventrés, canons hors d'usage, bref, les vestiges d'une guerre. Les symboles demeureront stériles tant que l'on ne dépassera pas la formalisation de nos raisonnements. Le massif de la montagne Saint-Pierre est à lui seul un des plus riches gisements de fossiles marins d'Europe, riche en coquillages, oursins, etc. La mine de silex utilise les mêmes techniques d'exploitation que la mine de charbon, bien que le massif est plus stable et moins dangereux. On y trouve du schiste, de l'arkose, du grès, et le fameux silex qui a permis de bâtir la tour de Robert Garcet. Les carrières avoisinantes furent des champs de fouilles archéologiques durant plus de 50 années, sous la conduite de Robert. C'est un personnage vraiment étonnant,
simple et sympathique. Il est né à Glun le 12 avril 1912, et s'établit à Eben-Emal en 1930. Il ne quitta jamais le village. Il fut tailleur de pierre, mais surtout poète, écrivain, penseur, archéologue, philosophe et visionnaire, artiste pacifiste, humaniste. Bref, il réunissait tous les ingrédients destinés à le transformer en un fabuleux personnage atypique. Autodidacte, diront certains avec un relent de jalousie, un peu illuminé, diront d'autres sans chercher à comprendre sa démarche. Il y aura toujours des détracteurs. Et ce sont ceux-là aussi qui traitaient non sans un certain mépris Léonard de Vinci d'autodidacte. Les hommes ont toujours lancé des pierres aux prophètes. Homme de paix, frère immortel, Robert Garcet sera parmi les premiers objecteurs de conscience. C'est le cordonnier poète de Jung qui consacrera 20 ans de sa vie à construire ce fantastique édifice haut de 33 mètres. Jung pendant ce temps travaillait à son livre rouge, et il le fit pendant autant d'années que Robert mit à construire sa tour. C'est une autre histoire. Avons-nous bien compris le message de Robert Garcet? Plus de 30 années me séparent de cette mémorable rencontre avec un homme hors du commun qui nous avait ouvert les portes de ces cavernes remplies de merveilleux secrets. Nous sommes ensuite descendus sous terre, comme des mineurs endimanchés, pour nous perdre dans un dédale de grottes aux parois décorées de fresques, un univers étrange qui nous entraînait à l'origine de l'humanité. Robert Garcet expliquait comment il se faufilait dans des boyaux de la Carrière à la recherche des créatures marines, qui peuplaient l'océan tropical du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Je me souvenais des histoires que me racontaient les mineurs de fond, arrachant la houille à une paroi très étroite. Le bruit mat des pics. Un travail inhumain, harassant, oppressant, avec la mort qui planait dans la pénombre. C'est ainsi que Robert exhumera les restes de 2 mosasaures dans les carrières des Rouilles et du Paquelot, en 1950. Le mosasaure était un grand reptile marin carnivore apparenté au varan actuel et qui écumait les océans du Crétacé supérieur. Il régnait alors un climat tropical et ces régions étaient des mers. Hélas, une des créatures sera volée plus tard, dans la tour même où elle était exposée. Robert Garcet a quitté ce monde en 2001, mais son œuvre vit, intacte. Ses successeurs ont transformé le domaine en un site attractif entraînant le public dans l'univers du Crétacé, à l'aube de l'humanité. On y découvre l'œuvre de l'auteur, intitulée L'Heptaméron, dont 4 tomes ont été publiés. Il explique le salut, l'espoir, que représente cette tour, la parfaite harmonie de l'univers et par laquelle a commencé son aventure à travers l'Apocalypse. Il appuie sa thèse en démontrant le processus précis des lois qui régissent à la fois l'univers et l'homme, et les correspondances exactes qui existent entre l'espace et le temps. Le réalisateur Clovis Prévost produira aussi, quelques années plus tard, un film sur ce même sujet sur la chaîne Arte, avec des moyens techniques plus importants, du personnel et un budget, que ne possédait pas Philippe Horry, le réalisateur de ce reportage. Robert Garcet était-il un visionnaire? S'inspirerait-il de la Nouvelle Jérusalem selon Saint Jean? Chaque pierre comporte une révélation, dit-il. Le bâtiment haut de 33 mètres est bâti sur un donjon profond de 33 mètres et se termine par une plateforme carrée, avec une tourelle à chaque angle, et couronnée de 4 chérubins de l'Apocalypse coulés dans le béton, le taureau, au nord-ouest, l'homme au sud-ouest, le lion, au sud-est, et l'aigle au nord-est. Il y 7 étages, le 7 étant un chiffre symbolique. À la base de la tour, un cromlech dresse ses 12 stèles à une distance respective de 3,33 mètres. Quant au monumental escalier qui dévale le flanc de la colline, il a lui aussi les dimensions symboliques. Il nous parle de l'Apocalypse, qui signifie révélation. Face à l'imminence de la fin d'un temps, des hommes devront adopter de nouvelles attitudes morales pour survivre à leurs épreuves, dit-il. Quelles forces cosmiques réveilleront-ils pour préparer la nouvelle voie? C'est l'Apocalypse. Robert Garcet croyait-il au jugement dernier et à l'embrasement final de l'univers? Ne sommes-nous pas déjà dans un processus apocalyptique? Le calendrier maya s'arrête au solstice d'hiver 2012 et les oracles sibyllins confirment des catastrophes.
Les biologistes marins les annonçaient déjà en 1986, mais pour 2017. Une guerre nucléaire à courte portée avait été prédite en 2009 par les webbots. Alors, faisait-il du bruit pour rien? Robert Garcet a-t-il emporté ses secrets dans l'autre monde? Le parc de la Tour exposait aussi des sculptures durant toute l'année et réunit de nombreux artistes autour de thèmes assez variables.